Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'IA et plus exactement le besoin de formation à cette technologie évidemment qui transforme totalement la chaîne de valeur du monde de l'éducation. On verra comment d'ailleurs et qui va sans doute changer les méthodes d'apprentissage et la relation aux enseignants. Les enseignants, Frédéric me regarde, Nathalie également, qui demeure la pierre angulaire du système, on est bien d'accord, éducatif. L'homme doit rester au cœur de la machine, comme tiers de confiance notamment, et pour valider, évidemment, l'idée étant d'inviter que Skynet prenne le pouvoir. Mais afin d'éviter toute dérive, il est préférable de former les étudiants, les profs. On peut considérer qu'ils se forment et ils maîtrisent, en tout cas, ils apprennent à maîtriser les techniques pour garder la maîtrise. Donc, nous poserons plusieurs questions durant ce webinaire. Alors, comment former les étudiants à l'IA et l'IA générative? À quels enjeux doivent-ils être sensibilisés? On parle d'éthique beaucoup notamment. Et quels seront les métiers impactés? Parce que d'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer, je ne sais pas, je vous soumettrai la question, dans tous les programmes actuellement, on nous rabâche beaucoup de sujets et on ne parle pas d'IA. Alors même qu'il y a des métiers qui vont disparaître dans les 3 prochaines années, il n'y a pas vraiment d'échéance plus longue, et on n'en parle pas du tout dans les programmes politiques, alors même que c'est me semble-t-il, un enjeu considérable. Et puis je rappelle en creux, si quelqu'un pourra nous faire un point réglementaire, le règlement européen sur l'IA et l'IA générative, porté par Thierry Breton, Cocorico, est entré maintenant en vigueur. Donc peut-être rappeler aussi que parmi les secteurs sensibles que sont la défense, la santé et l'éducation, l'IA est sous le microscope de la Commission européenne. Voilà, c'est pour évoquer tous les sujets. On a juste 1 heure, autant vous dire qu'il va falloir aller vite. Pour commencer, je présente quand même nos intervenants. Vincent Perrin, directeur technique d'IBM Écosystème Intelligence Artificielle. Ça tombe bien, on va en parler. Bonjour Vincent d'Intelligence Artificielle. Et vous insisterez sur le challenge de la société. Quel est le bon usage de l'IA générative? Un sujet vaste. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Gilbert. Ça marche. Frédéric Pascal, professeur à Centrale Supélec et directeur de l'Institut DataIA. Donc, on voit que c'est Centrale et Paris-Saclay. Donc, une belle boutique. Merci Frédéric. C'est pas la première fois qu'on vous voit sur nos webinaires et je vous remercie. Tout comme Nathalie, qui s'occupe d'innovation et du learning experience à Schema Business School. Merci Nathalie de venir nous rejoindre pour évidemment évoquer tous ces sujets d'IA. Vous êtes sur quel site de Schema là? Grand Paris. Grand Paris, d'accord. Parce que mais on reçoit les équipes de Montréal aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, parce que je précise, 2 centres de recherche, un à Paris sur l'IA et un à Montréal où ils sont très très pointus sur l'IA. Je précise pourquoi sur quel site, parce que Schema est présent dans le monde entier. Le Brésil, les États-Unis, la Chine, j'en ai oublié un. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Dubaï. Et Dubaï, bien sûr. Et puis, en France, c'est Lille, Paris et Nice. Voilà, j'ai tout dit. Nathalie, qui est Julien, qui représente directeur de l'attractivité des talents, mais chez Soprasteria, qui est aussi un de nos fleurons en matière de tech en France. Donc, bienvenue, Julien, et merci. C'est la première fois que vous participez au webinaire. On attend le regard de l'entreprise, évidemment, sur ces thématiques de l'IA. Et puis, pour commencer, Éric Daubier, qui va poser le cadre de ce que nous allons voir, l'importance de former les étudiants à l'IA. Bonjour Éric, et en creux, rappelez tous les outils qui sont mis à disposition par IBM, justement, sur ce sujet. Oui, déjà, merci Gilbert de nous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui et d'aborder ce sujet essentiel pour tous nos étudiants et puis surtout nos enseignants, j'ai l'impression. Effectivement, on travaille depuis des années, des dizaines d'années même, avec beaucoup de grandes écoles, d'universités en France et dans le monde. Et on voit bien là depuis quelques années en quoi l'IA est au cœur des discussions, que ça s'invite un petit peu dans tous les domaines maintenant, ça tout le monde est clair là-dessus, et que ça c'est en train de bouleverser à la fois la façon d'enseigner au sens enseignement technologie d'enseignement, mais aussi et surtout peut-être le fond de l'enseignement que les enseignants doivent diffuser auprès de
de leurs étudiants. Alors, effectivement, on ne va pas préjuger des débats là maintenant, mais on voit bien que l'effet waouh là de ChatGPT avec l'IA générative a un petit peu bousculé, même beaucoup bousculé depuis 1 an ou 2 tous les usages. Et les étudiants s'y jettent un petit peu sans trop réfléchir aux enjeux, donc ils ouvrent des comptes, ils font beaucoup de choses, et c'est très bien pour ça. Pour autant, ils ne sont pas forcément conscients des enjeux économiques, juridiques ou éthiques. Et donc, on va poser un peu le débat aujourd'hui, et merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cette discussion. Mais donc, sans préjuger un petit peu de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je voulais juste prendre quelques minutes en préambule pour exposer un peu la mission sociétale d'IBM auprès des enseignants et des étudiants. Alors, c'est une mission, je l'ai dit, sociétale, qui peut se résumer d'une façon très simple. C'est notre PDG qui l'a dit comme ça il y a quelques années. Former 30 millions de personnes d'ici 2030 aux nouvelles technologies. Donc ça, c'est assez simple à formuler. C'est pas forcément simple à réaliser parce qu'on va parler aux élèves du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur. Il y a des adultes en reconversion, il y a des enseignants aussi à former. Donc, il y a vraiment des populations très variées et on essaye de le faire autour d'un programme, alors une espèce de marque chapeau qu'IBM appelle Skills Build, et donc qui reflète un peu l'engagement sociétal d'IBM depuis plusieurs dizaines d'années. Et bon, de manière un petit peu plus factuelle, en France, pour vous donner un état des lieux, c'est aux alentours de 200-250 personnes, collègues d'IBM France, qui interviennent dans des dizaines, presque centaines d'établissements d'enseignement supérieur pour un total d'à peu près 20 000 heures, pardon, 20 000 étudiants adressés et 3 000 heures plutôt, oui, de cours et de préparation à ces cours. Donc c'est une dynamique qui est très forte, qui est ancrée chez IBM donc depuis longtemps et qui est donc formalisé, voilà, autour d'un portail. J'ai un petit slide à vous montrer que je pourrai, pardon, hop, je lance. Ça voilà, marche, mon ben petit voilà. slide. Voilà, le portail SkillsBuild que vous pouvez consulter, qui reflète un peu notre volonté sociétale d'aider les étudiants de toute origine et de tout niveau à accéder au savoir, accéder aux technologies, avoir une compréhension de ces enjeux que sont les diverses technologies. J'en ai quelques-uns ici, cybersécurité, développement durable, le cloud, la data science, et bien évidemment, un sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc voilà, on est à disposition des outils. C'est gratuit ici, en plus, c'est ce que je vois. Alors, c'est gratuit, effectivement. C'est même agnostique. C'est-à-dire qu'on n'y parle pas d'IBM au sens produit, etc., mais on y parle des technologies, on y parle de l'IA, on y parle de l'IA générative, on y parle de... si on fait un petit focus, là, on a l'IA de confiance, on a un certain nombre de sujets qui sont abordés et qui, dans ces modules-là, sont vraiment conçus pour des étudiants de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, je vous laisse faire votre petit marché, mais si je fais un petit focus sur l'IA générative, voilà, on a la capacité de former les étudiants, de leur donner un certificat, donc c'est Crédit qui les délivre. On a la capacité en dessous, plus bas, là, je ne sais pas si on voit mon curseur, de faire un focus sur l'IA générative en particulier. Et on a également la possibilité, si on est un enseignant ou un étudiant tout seul à son bureau, mais c'est surtout avec les enseignants qu'on fait ça, des TP, des petits exercices assez simples, alors très basiques dans certains cas, mais on peut aller dans des choses beaucoup plus complexes, exploitant l'IA générative pour faire des chatbots, des boîtes de dialogue, comme on dit. Voilà, donc tout ça, à nouveau, c'est gratuit. Je peux donner tout ça aux étudiants qui le souhaitent pour comment y accéder, mais il suffit d'aller sur skillsbuild.org pour trouver toutes ces infos. Voilà, donc à nouveau un engagement sociétal très fort. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est agnostique, et donc écoutez, chacun peut trouver sa façon de faire pour accéder à ces connaissances.
je passe mon adresse email On peut la mettre dans le courrier, dans le chat. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit préambule et merci Gilbert de m'avoir donné 5 minutes pour le faire parce que c'était important et c'était pour bien cadrer le contexte, la raison pour laquelle on avait souhaité faire ce débat aujourd'hui autour de ce sujet sur l'IA générative et surtout les enjeux de l'IA qu'il y a derrière. On a mentionné quelques mots-clés, il y a enjeux économiques, enjeux éthiques. Je pense que c'est un gros sujet. Voilà, mais je vais laisser la parole à nos experts qui vont intervenir sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Eric, de toute façon, vous restez un peu avec nous, vous restez pas loin. C'est des questions. Bien sûr. Je suis là. Alors, moi, j'aimerais tout de suite parce qu'en fait, je vais vous avouer, j'anime beaucoup de conférences, de réunions, de meetings sur l'IA. Et je me rends compte qu'on ne dit pas souvent la même chose d'une semaine à l'autre. Nathalie peut témoigner, parce que ça évolue tellement vite, et Frédéric également, ça change tellement vite. Est-ce que juste on peut préciser de quoi on parle, Frédéric et Nathalie, pour l'enseignement supérieur? Frédéric, est-ce que ça vous embête de commencer? Non, bien sûr. Donc, d'ailleurs, vous m'aviez dit, mais Gilbert, ça fait longtemps que je suis sur l'IA. Moi, vous me parlez comme si, évidemment, parce que nous, dans l'éducation et le grand public, on découvre toutes les possibilités véritablement. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Alors, effectivement, l'IA générative, ça n'est pas sorti avec ChatGPT et en l'occurrence GPT. Ce sont des modèles qui existaient avant. Peut-être se dire quelques mots de ce qui est important et de ce qu'est l'IA générative. C'est un mélange de mathématiques appliquées et d'informatique et qui permet de générer, alors on parle de texte beaucoup, mais maintenant de plus en plus, ça va être de l'image, de la vidéo, du signal, de l'audio. Et donc, cette génération, elle est faite à partir de données qui ont été apprises, donc la construction de modèles très complexes et qui vont générer, avec certaines probabilités, la suite ou l'objet qu'on cherche à générer. Donc, c'est assez vieux. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est connu du grand public parce que ChatGPT, parce que Gemini, parce que Llama, parce que plein de grands modèles au niveau français, parce que Mistral aussi. Donc, oui, quand même. Vraiment beaucoup de choses. Et donc c'est connu et ça s'améliore très vite. C'est-à-dire la société s'en empare, donc ça challenge aussi les chercheurs, les ingénieurs. Et aujourd'hui, les dernières versions de ces grands modèles de langage sont quand même bien meilleures que les premières, de moins en moins d'hallucinations, des possibilités très faciles de rajout de données, des formations qui se greffent sur le prompting. Effectivement, on est, je pense, dans le cœur du sujet sur former. Les formations évoluent vite. On ne faisait pas de formation au prompting il y a 3 ans, ni il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est essentiel. Voilà, donc on est au moment où il faut former des étudiants, mais pas que, ce qui a été mentionné, c'est-à-dire dans les écoles, les adultes et tout ça. Mais Frédéric, j'animais, je disais une conférence avec un expert d'une grande société qui me disait, on est au tout début du début. Ça veut dire que ce qui va se passer est encore pire ou plus gros ou plus ambitieux? Alors, pire, non. Je pense qu'il faut prendre la technologie comme elle est et c'est quelque chose qui accompagne l'être humain. L'être humain s'en va pas. Donc, mais par contre, effectivement, on est au début d'une énorme révolution et qui va toucher tous les secteurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Tout le monde devrait être formé à ça. Comme la lecture, tout le monde apprend à lire. L'IA, notamment générative, on doit chacun doit avoir des éléments pour pouvoir faire face à cette avancée qui est partout, vraiment partout. C'est une des plus grosses révolutions technologiques depuis l'invention de l'imprimerie. On est plus loin qu'Internet. Enfin, ça change les métiers, les façons de travailler, les façons d'enseigner. Nathalie, alors, une fois dit ça, on fait comment? Parce que je crois que le corps professoral de Schema, c'est 150 profs, c'est de tête au moins. Donc, un peu plus. Alors, entre 150 et 200, ça vous va? Donc, comment tous ces gens-là, ils devraient être formés pour former les 10 ou 12 000 étudiants de l'école?
En fait, c'est finalement une stratégie avec plein de points d'entrée. La première chose, c'est déjà de prendre le sujet à différents niveaux, une phase d'acculturation, qu'elle soit pour les professeurs, les collaborateurs ou les étudiants. Donc l'axe d'attaque, c'est évidemment de prendre les trois parties prenantes principales d'une école. Et à partir de là, on va se retrouver un peu dans des dynamiques aussi de personnes qui, sur d'autres sujets que l'IA, ont déjà eu cette approche-là sur des intégrations de technologies, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement ouvertes et qui ont envie en fait de découvrir. Généralement, c'est pas le plus grand groupe qui ose y aller. Il y a une partie de personnes qui sont très réticentes et qui se questionnent pas mal sur l'avenir. Et puis il y a une espèce de, on va appeler ça ventre mou, c'est pas très beau, mais en fait d'un certain nombre de personnes qui, si elles sont bien aiguillées, peuvent y aller. Donc en fait il y a trois stratégies parce que c'est pas la même. Les temps des étudiants sur le campus sont très courts finalement, entre 3 à 5 ans. Donc l'idée c'est plutôt de travailler dans une dynamique de compétences transversales, l'intelligence artificielle sur le cœur des programmes. Donc Schema a fait le choix par exemple, mais chacun fera le choix qu'il veut, c'est d'avoir des modules d'acculturation dans tous les programmes, des tracks spécialisés, qui vont permettre à la fois d'expliquer ce qu'est cette technologie, ce que disait très bien Frédéric, qu'est-ce que c'est, enlever aussi un peu un certain nombre de mythes qui sont autour de cette question de l'intelligence artificielle. Évidemment, l'approche éthique est à intégrer aussi, de comment on l'utilise, les différents modèles, qu'est-ce que c'est exactement. Et puis après, surtout, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de l'intelligence artificielle for business. Pour l'axe en fait de Schema, c'est comment en fait on va faire en sorte que nos étudiants et aussi nos collaborateurs et nos profs vont travailler en co-intelligence avec une intelligence artificielle sur leurs tâches quotidiennes. Donc c'est l'opportunité de découvrir à travers des usages, des cas d'usage, l'intégration de l'IA dans un quotidien. Voilà, donc c'est démystifier par un usage quotidien le recours à l'IA, et puis après des formations très pointues pour ceux qui le veulent, en ayant une spécialité, une double diplomation avec une formation management et une formation très pointue en IA. Mais Nathalie, ce que je pointe en fait avec vous, c'est que, alors à Centrale Supélec ou à PSL, qui soit formé en sciences, en technique, en informatique, on se dit bon bah écoutez, c'est le minimum hein, quand on sort des étudiants de ce niveau. Mais on se dit, est-ce qu'un manager qui a fait une école de commerce, donc les sciences molles, on va dire, pour être, eux aussi, ils sont concernés. C'est bien ça le sujet en fait qu'on pointe aujourd'hui. Oui, ils sont concernés. Alors, encore une fois, c'est pas parmi le public. On a évidemment quelques scientifiques qui peuvent être intéressés sur les aspects un peu plus tech que l'approche for business. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, dans tous les cas, les managers qu'on forme vont être confrontés à cela dans les entreprises dans lesquelles ils vont être. Donc, le point d'entrée, c'est véritablement de se dire, d'avoir une maîtrise de ce dont on parle, d'être capable de l'utiliser, et puis aussi d'être capable, en tant que manager, d'accompagner une transformation. Parce qu'en fait, on l'a vu, ça va évoluer en permanence. Dans 6 mois, on en sera encore à un autre niveau, etc., etc. Donc, faire une course en permanence à la technologie n'est pas un sujet pour une école de management. Le point est plutôt de faire évoluer le niveau de compétences attendues, que ce soit des compétences émotionnelles aussi qui sont importantes, des compétences, c'est ce que présentait Eric à travers les différents certificats, la capacité à être capable d'utiliser, d'avoir une vision assez précise de ce qu'est l'IA, et après de l'utiliser dans un quotidien, quels que soient en fait les outils qui sont retenus, et d'y voir en fait aussi les limites. Et puis après, il y a un deuxième point qui est important, c'est aussi d'expliquer à nos étudiants, c'est un peu classique, mais que finalement, il va y avoir aussi d'autres compétences beaucoup plus importantes à ce stade, et au moins pour les prochaines années, autour de la notion d'esprit critique ou de créativité. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant pour les écoles, c'est que ça nécessite aussi de refondre nos modèles pédagogiques, pour lesquels c'est vrai que la créativité et l'esprit critique sont intégrés, mais n'étaient peut-être pas positionnés en numéro 1 dans les compétences à la sortie d'une école de management. Le changement est vraiment là. Ouais, ça va bousculer hein, dans les années à venir. Il va y avoir du sport, comme disait l'autre. Hein. Julien, alors chez Soprasteria, on recrute beaucoup d'ingénieurs, j'imagine, mais on recrute aussi des différents profils. On voit bien que cette révolution IA, elle impacte évidemment les entreprises comme la vôtre. Bah, c'est naturel, vous êtes dedans jusqu'au bout, si je puis dire, mais également les compétences et les talents pour recruter. Oui, tout à fait. Après, moi, pour revenir un peu sur ce qui a été dit, je pense que justement, nos entreprises sont là pour accompagner ces managers, pour faire leur business et leur amener justement la compétence technique qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et pour les accompagner. Et du coup, l'IA, ce qu'on perçoit chez nous, c'est que c'est pas fondamentalement non plus qu'une compétence pure, intrinsèque, c'est-à-dire on veut un spécialiste de l'IA qui ne maîtrise que cet aspect-là. On a besoin d'ingénieurs
dont l'IA n'est finalement qu'un outil, mais qui vont maîtriser aussi tous les aspects du développement, tous les aspects, ou un certain nombre de ce qui va être autour de la data. Et en fait, l'IA est un outil qui va permettre de catalyser l'innovation, d'accélérer les transformations sur nos projets dans les entreprises. Et c'est pas toujours fondamentalement sur nos projets une fin en soi. C'est plus un outil, et je pense que ça c'est important dans la formation des ingénieurs. En fait, je pense que tous les ingénieurs doivent être formés à l'IA, pas uniquement ceux qui se spécialisent sur le sujet. Après, il faut pas se leurrer, je pense, et tous ceux qui nous écoutent se forment aussi. Nous, ce à quoi on doit faire attention en tant qu'entreprise, c'est aux usages. Les étudiants utilisent l'intelligence artificielle dans leur quotidien pour gérer notamment leurs évaluations. J'imagine que les enseignants autour de la table ne me contrediront pas. C'est un vrai sujet, nous aussi, d'un point de vue testing, comment se comporter par rapport à ça. Et donc, du coup, nous, l'intérêt, c'est de se dire comment est-ce que cet usage-là, finalement, qu'ils ont d'un point de vue social dans leur quotidien, on va pouvoir le transposer en entreprise, ce savoir-faire qu'ils vont gagner en école, mais aussi dans leur quotidien, on va le mettre à profit, nous, de notre projet, de nos business, pour nos clients, pour donner de la valeur et effectivement augmenter un peu le potentiel de transformation et d'évolution et d'innovation qu'on peut avoir. Mais voilà. Mais je dirais que nous, on pense que tout le monde n'est pas forcément à former d'un point de vue très profond, évidemment. On est là pour accompagner aussi cette transformation. Vous êtes d'accord quand même que pour vos principales missions concernent l'IA maintenant aujourd'hui? Ça fait partie. Cybersécurité, oui. On a de l'IA un peu à tous les niveaux, on en met de plus en plus, effectivement, comme je dis, c'est ce qui nous permet maintenant d'accélérer les innovations et les transformations qu'on porte. Donc c'est vrai que c'est un catalyseur en cela qu'on ne peut pas se passer. Mais on n'a pas encore totalement non plus saisi, je pense, tout l'impact qu'il y a derrière. On voit bien que le marché est peut-être encore un peu timide. Enfin, je regardais rapidement, j'ai fait quelques recherches pour me dire, tiens, qu'est-ce que le marché nous donne en termes de billes là-dessus? Si jamais je mets IA sur un grand réseau social pour regarder un petit peu les annonces, j'ai 500 opportunités qui sortent. Si jamais je mets le terme prompt, j'en ai trouvé que 2. Dès que finalement on revient un petit peu sur les usages de l'IA ou des choses un peu spécifiques, on se dit tiens, on n'a peut-être pas encore passé le cap. Peut-être que le marché du recrutement est encore un peu timide là-dessus. On n'a pas non plus les experts, donc à l'heure actuelle, on cherche des experts, peut-être des architectes systèmes, des architectes logiciels qui sont déjà acculturés à l'IA, qui l'ont touché, modifié et qui vont, et c'est eux qu'on va devoir nous accompagner aussi en termes de formation interne ou avec les écoles. Oui, bien sûr. Vincent, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Alors, chez IBM, vous avez considéré qu'il fallait, pour développer l'IA, que tout le monde la maîtrise un minimum. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est partout et c'est pas encore complètement maîtrisé par tout le monde. Pour autant, tout le monde s'y est mis, en fait, côté entreprise et progressivement, comme on l'a vu avec l'enseignement supérieur. Alors, effectivement, tout le monde s'y est mis. Il y aura toujours quelques exceptions à la chose. Il y a un élément, et Frédéric l'a bien mentionné, l'IA n'est pas apparue il y a 18 mois avec ChatGPT. Les entreprises, et les entreprises françaises ont plutôt, dans une vue internationale, une avance pour certaines par rapport à d'autres, ont embrassé l'IA dans des phases, comme l'évoquait Julien, d'automatisation, d'augmentation de la productivité, d'amélioration de l'expérience collaborateur, client, que vous utilisez tout à chacun avec un certain nombre de marques. L'IA générative a été encore un catalyseur, a aussi mis, on va dire, en lumière auprès du grand public l'usage de cette technologie-là. Mais on en est, pour encore un grand nombre, à des premières phases d'expérimentation et à de la découverte sur les cas d'usage. Et j'aime bien ce que Frédéric a dit, Julien également et Nathalie, c'est à la fin, c'est un outil. Et la grande question, et moi ce que j'évoque régulièrement avec mes clients, mais aussi avec mes étudiants que je rencontre, c'est on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, mis à part quand on fait de la recherche fondamentale. On est à se dire comment je prends un cas d'usage et j'utilise l'IA, j'utilise ces outils-là et potentiellement le bon IA pour essayer d'améliorer le processus industriel, le processus métier, l'éducation, si on revient sur le sujet central de notre échange. Par ça, mais c'est bien un outil que j'ai au final. Et on est dans cette phase de
de compréhension, et c'est là où comprendre les sous-jacents de cette technologie-là, quand est-ce qu'elle fait sens et quand est-ce qu'elle ne fait pas forcément sens, est important de l'utiliser. Et si j'en reviens, par exemple, sur le manager augmenté, il y a des tâches qui peuvent être intéressantes en termes d'exploitation de l'IA. Il y a d'autres tâches où elles ne sont pas forcément intéressantes. Et je pense que la cohabitation entre l'humain et la technologie, et plus spécifiquement l'IA, est à dessiner pour demain, au vu aussi des avances technologiques qu'il peut y avoir. Mais il y a vraiment ce positionnement-là, et d'aider dans cette approche de vulgarisation et d'acculturation, c'est aussi de permettre aux étudiants, mais aussi aux collaborateurs de nos entreprises, parce qu'une entreprise comme IBM, et je sais que c'est la même chose pour Sopra, et aussi dans cette approche de formation en continu de nos experts sur cette thématique. Frédéric, alors d'abord, merci parce qu'on a plein de questions. On a un succès total, vous êtes des vrais stars. C'est le webinaire où nous avions le plus d'inscrits, plus de 600 inscrits et plus de 310 personnes en ligne là actuellement. Donc merci à vous. Frédéric, qui doit être formé? Les étudiants prioritairement qui sont déjà dans l'usage, ou les profs qui vont faire twister les modèles pédagogiques et d'enseignement? Alors, tout le monde doit être formé, ça a été bien dit, hein. C'est-à-dire que la vraie question derrière la formation, c'est quel niveau de formation pour quelle personne. Effectivement, une partie des personnes vont avoir besoin d'acculturation, des personnes de modules un peu plus techniques, des personnes devenir experts, mais tout le monde n'a pas besoin de devenir expert. Il y a vraiment, je pense que massivement, il y a des besoins de formation en acculturation pour exactement ce qu'a dit Nathalie, pour obtenir un esprit critique. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment fondamental. L'IA ne remplace pas l'être humain, ne remplace pas la réflexion, mais quand on est accompagné par un outil d'intelligence artificielle, quel qu'il soit, il faut garder son esprit critique, il faut être capable d'évaluer ce qu'est la sortie, enfin ce qui a été généré par le texte. Ça, c'est des choses très importantes. C'est pour ça que l'acculturation doit être massive et pour tout le monde, pour que les gens puissent avoir un esprit critique par rapport à ça. Ensuite, les populations, c'est tout le monde, mais ce qu'on voit dans l'enseignement supérieur, mais pas que, dans la formation tout au long de la vie également, c'est qu'il faut des formations évolutives, des formations modulaires. Et ça a été très bien montré sur le slide présenté au début d'IBM. C'est-à-dire qu'il y a des modules, il y a des besoins en IA générative, voilà, peut-être d'acculturation. Demain, ça sera sur le prompting, hein, ça a été mentionné, c'est encore très très lent le prompting. Donc, il y a ces besoins d'évolution, et je pense que ce qu'on dit, hein, ce qu'a dit Nathalie, Vincent, il y a un changement profond de la société, notamment avec cet esprit critique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin, peut-être moins besoin d'avoir une masse de connaissances. L'expert n'est plus celui qui a toutes les connaissances, mais celui qui va être capable d'aller chercher les bonnes connaissances, d'évaluer si ces connaissances sont correctes. Donc, on est vraiment passé à on est en train de passer à un autre modèle. C'est-à-dire, qui est capable de trouver les bonnes connaissances avec un prompting correct, avec un prompting avancé, des choses comme ça, mais l'expert n'est plus le maître de la connaissance, mais peut-être le maître de la capacité à retrouver les connaissances, à utiliser le bon outil, à comprendre quelle est la sortie du bon outil. Et donc, ça fait une évolution assez considérable. Et surtout, ça ne remplace pas l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain revient presque au cœur. C'est un prof augmenté quand même. C'est un prof augmenté, mais l'esprit critique, c'est vraiment le cœur de l'être humain. J'ai beaucoup aimé cette intervention parce que effectivement, c'est ça qui fait l'être humain. Vous, c'est quelque chose qui est inné chez vous en tant que journaliste. L'esprit critique, la vérification des sources. Et ben l'IA, ça doit renforcer ça chez tous les individus. Donc, c'est un être humain augmenté, mais c'est un être humain qui a des outils très puissants à sa disposition, mais qui reste un être humain et qui reste le cœur de l'être humain. Alors, on va faire un dernier petit tour de table, mais alors nous sommes abreuvés de questions. Hein. C'est pour vous dire que c'est un débat qui un succès. Nathalie, je connais plus je sais plus quelle question j'avais posée à Frédéric. Oui, c'est les profs surtout, parce que les jeunes étudiants, eux, sont dans l'usage. Hein, tous les enfants ont pris ChatGPT, tous les étudiants ont pris ChatGPT, y compris la version payante. Pour tricher, c'est ce que je laissais en creux, Julien, pour les évaluations. Julien, ou j'ai plus qui, mais
maintenant on parle plus de triche, puisque de toute façon, si on se sert bien de l'IA, c'est qu'on a fait une preuve d'une certaine démarche, j'imagine. Et donc les profs eux-mêmes doivent évoluer, puisque c'est ça dont il s'agit, la transmission du savoir, elle est complètement révolutionnée. Oui, tout à fait. Alors, il y a un angle d'attaque, puisque c'est aussi donner un peu des tips sur comment on déploie en fait à grande échelle l'usage de l'IA pour une structure éducative. Je dirais, la première chose aussi, c'est une charte qu'on co-construit. Ça prend un peu de temps, ça prend quelques semaines, quelques mois, ça dépend en fait de l'énergie qui est mise là-dessus, sur laquelle en fait on va reconsidérer les usages de l'IA à différents moments dans les cours. Qu'est-ce que l'on a envie d'avoir comme typologie d'usage, sous quel format. Mais évidemment, le deuxième sujet, c'est celui des examens. Ça, c'est un axe qui est important. Et du coup, les examens, il y a évidemment des examens pour lesquels on peut dire que ça n'a aucun intérêt, évidemment, d'avoir un accès à l'IA. Puis pour d'autres, ça a complètement du sens en fonction de ce que l'on a envie d'évaluer. Et aussi, re-questionner le sens des examens. Et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Il y a tout un tas d'examens qui n'ont plus véritablement de sens aujourd'hui à l'heure de l'IA et qui nécessitent de réinventer des choses. Donc, pour revenir sur ce que disait Frédéric, je dirais que c'est une formation, mais qui doit plutôt partir d'une logique un peu communautaire. Les professeurs aussi se reconnaissent entre pairs, donc selon les académies, comptabilité, finance, droit, etc., les usages vont être différents. Et donc, il y a des bonnes pratiques, et à partir de là, d'animer en fait des collectifs, que ce soit en fait des cafés dans lesquels on échange, instaurer des prix d'innovation pédagogique dans lesquels en fait on peut avoir un professeur qui présente un modèle qui a été construit ou un cas d'usage, etc., etc. Donc en fait, finalement, c'est de l'usage au quotidien, des choses très simples qui permettent de dire, voyez, comment on peut l'utiliser sans forcément se dire qu'on va faire une transformation complète dans tous les sens de l'école, en fait. Ça, c'est un point important. Et à côté de ça, il y a un deuxième sujet qui, lui, revient en fait sur les questions des entreprises aujourd'hui, c'est l'IA au service d'une meilleure productivité pour une école, pour aller vers plus de personnalisation et dans le suivi en fait de nos étudiants. Et là, c'est réellement l'intégration d'outils d'IA pour simplifier les tâches de productivité des collaborateurs. Voilà, et selon l'entreprise qui est choisie pour déployer des solutions d'intelligence artificielle aussi, c'est une maîtrise et des formations en fait en permanence pour pouvoir les utiliser. Et encore une fois, avec des collaborateurs animés, ces logiques de café, de temps d'échange, de retour d'expérience, de feedback. Et à partir de là, on se rend compte qu'on peut un peu démystifier le sujet et suivre au fur et à mesure de l'avancée des technologies aussi le point. Et après, il y avait une question aussi dans le chat qui est intéressante sur comment on intègre de l'esprit critique. Alors, il y a deux façons. Soit c'est à travers des dynamiques de prompting et des jeux de questions-réponses avec une question posée par un étudiant ou un professeur avec une analyse de ce que donne comme réponse l'outil d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, d'être capable d'imaginer en fait une profondeur de réflexion en essayant, par exemple, d'intégrer cette question et de voir ce qu'elle donne dans un autre secteur d'activité. Je veux dire, on questionne d'un point de vue juridique un point et on le traite d'un point de vue géopolitique. Qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est qu'à solution complexe, les regards différents des interlocuteurs sont plus importants finalement que la vue de l'intelligence artificielle qui n'apporte qu'un seul regard qu'il faut ensuite aller travailler. Puis après, je dirais un deuxième sujet sur l'esprit critique. Et ça, c'est souvent contraire à ce qu'on dit dans tous ces webinaires, c'est que c'est aussi l'opportunité de faire autre chose dans les salles de cours. Ça re-questionne la position des campus et des écoles, tout simplement parce que on peut trouver aujourd'hui tout un tas d'outils, et ce n'est que le début, où en fait des apprentissages de connaissances très basiques peuvent être faits par des applications, et pour pouvoir en fait passer plus de temps avec beaucoup plus qualitatif d'interaction pour pousser nos étudiants à aller plus loin. Là, dites-moi, vous ouvrez un champ, Nathalie, hein, mon Dieu. Julien, est-ce que les étudiants, parce que vous êtes chargé de recruter les talents, je disais, c'est les profs qui doivent changer, mais vos étudiants, ils sont déjà dans l'IA, ils sont dans l'histoire de l'IA, ceux qui arrivent, les nouvelles générations? Je ne sais pas s'ils y sont, mais ils ont envie d'y être. En tout cas, on a vraiment une grande appétence pour le sujet. Effectivement, les demandes sont croissantes. On a du mal à y répondre pleinement. En tout cas, il y a des besoins. Là, encore une fois, il y a plein de besoins, mais il y a plein d'étudiants aussi derrière. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Mais comme je le disais, on cherche, nous,
pas forcément des étudiants qui vont plancher sur énormément de machine learning, de LLM, mais beaucoup d'étudiants qui vont mettre en œuvre l'IA dans des projets à finalité. Mais pour nous, ce qui va être important derrière, et peut-être je peux remettre ça derrière, c'est la finalité du projet, l'éthique, le fait de se dire que finalement, et je trouve qu'on recroise une autre attente des étudiants qui est de plus en plus d'avoir du sens dans leur job et dans leur mission, et on se rend compte que l'IA réouvre le champ du possible aussi en termes de maîtrise de l'impact environnemental. Il la questionne aussi parce que l'IA est pas neutre en consommation, impact carbone, etc. C'est aussi assez consommateur et énergivore, mais du coup, ça permet de se dire, voilà, on peut révolutionner d'autres choses, la manière de faire de l'agriculture raisonnée avec de l'intelligence artificielle, du traitement d'images satellitaires. Et là, finalement, on retrouve beaucoup, et on arrive à intéresser par le métier, par la finalité, les élèves. Et l'IA aussi permet de se recentrer parfois sur cet aspect-là. Et je pense que ça, c'est très bénéfique. Vincent, vous souhaitiez aussi insister sur les aspects éthiques quand on préparait cette table ronde. C'est même le premier mot que vous avez prononcé. Nous, on est très dans l'usage. Hein, vous avez remarqué, on est très le nez dans le guidon. Enfin, moi, en ce qui me concerne, parce qu'évidemment, vous êtes tous brillants et vous avez tous des visions, pas des hallucinations, des visions pour l'IA. Mais Vincent, vous avez beaucoup insisté sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'évidemment, ça, on peut tout mettre. Alors, moi, j'aime bien utiliser le synonyme de confiance. Si on revient sur la thématique de c'est un outil, on le sait tous. Si vous prenez, alors je vais faire une allusion assez basique, mais si vous prenez un marteau, on peut avoir le très bon usage du marteau qui est j'enfonce des clous, comme je peux potentiellement enfoncer une tête, et donc avoir des conséquences plutôt. Sur l'IA, je peux avoir, et on a déjà commencé à avoir un certain nombre de dérives qui peuvent être faits. La Commission européenne, au travers de l'AI Act, qui a été ratifié courant mai, essaye un peu d'accompagner ces usages-là, et vraiment dans une démarche de je suis une personne demain responsable dans une organisation, et c'est là où la notion d'acculturation et de compréhension de la technologie est importante. Ce que je vais implémenter comme technologie, comme usage de la technologie, est là plutôt pour donner un côté positif qu'un côté négatif. Je prends un exemple, et Julien pourra compléter sur la partie recrutement, c'est comment je vais utiliser les bonnes technologies d'IA pour faire les analyses des CV, potentiellement les analyses de performance de mes collaborateurs, mais dans une approche de non-discrimination, potentiellement d'explicabilité, de gestion de la vie privée, de sécurisation. On est en période de JO, sécurisation de toutes ces thématiques-là. Si je suis dans un monde plutôt sociétal, tout ce qui va tourner autour des deepfakes et autres. Bref, utiliser la technologie là où elle est positive et là où elle fait avancer l'homme, l'organisation, dans le cas où elle est alignée aussi avec les valeurs qu'une entreprise peut porter, que l'éducation peut porter dans sa notion. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment un lien. Et moi, je passe énormément de temps avec des étudiants sur cette thématique-là, et que sur cette thématique-là au travers de l'IA, parce que les cours autour de la data science et autres, ils sont faits par ailleurs, pour bien leur faire comprendre que, les cours de philosophie qu'ils ont pu voir en terminale, ça a du sens. Cette notion d'utilitarisme et autres dans cette thématique-là, elle a du sens. Et de se poser les bonnes questions en disant, est-ce que ce que je vais faire, ça va impacter positivement ou négativement la relation que je peux avoir avec mes clients, avec la société, avec les autres. Donc, voilà. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un bon usage de la technologie et que les gens l'utilisent avec confiance. Et moi, j'ai vu beaucoup de projets ces dernières années en IA échouer juste parce que les gens n'avaient pas confiance. Frédéric parlait tout à l'heure de la sortie et dans l'approche je dois être critique de ce que va me proposer une intelligence artificielle, mais je dois aussi en avoir confiance. Donc, d'avoir une technologie qui est derrière éthique va me faciliter cette notion de confiance. Une question, je suis sûr, qui intéresse tous nos internautes et nos participants. Et après, je prendrai les questions parce qu'il y en a tellement qu'il faut qu'on s'en occupe. Ça fait déjà presque 45 minutes, 40 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que ça coûte cher? Frédéric, si je suis une université, une grande école, un organisme de formation, puisqu'on dit qu'il faut une formation tout le temps, évolutive, permanente, qui concerne tout le monde, prof. Nathalie parlait des 3 parties prenantes, donc staff, professeur et élève. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup de gens à adresser. Est-ce que finalement il va falloir consentir des ressources dédiées? Alors sur la partie formation, pas tant que ça. C'est-à-dire que ce qui coûte cher dans l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage de gros modèles. Ça coûte très cher. Donc là, on parle de millions d'euros pour apprendre les modèles. Par contre, pour la formation, ce qu'il faut, c'est
effectivement, mettre à disposition des ressources. Mais le coût de ces ressources n'est pas si élevé puisque une formation, si on prend un TP sur de l'IA générative, on va utiliser un modèle existant, on va travailler avec, donc ça va pas coûter très cher au niveau de la formation dès lors que les ressources sont disponibles. Hein. C'est ça le point important. Mais c'est important parce qu'il y a problème de souveraineté quand même dans tout ça. Il y a des LLM, il y a des accès, des open, des trucs open. Enfin, tout ça on creux. Alors quand on ouvre à chaque fois le sujet, il y a d'autres sujets qui apparaissent. Donc c'est vrai que ça, c'est le deuxième point et effectivement, c'est un très bon point, c'est-à-dire que le coût financier peut être assez modéré pour la formation. Par contre, la question derrière, c'est quelles ressources? Est-ce que c'est du matériel en propre? Est-ce que c'est sur du cloud? Et donc là, il y a la question de souveraineté. Effectivement, les écoles, en tout cas les universités, nous, on va privilégier la souveraineté, c'est-à-dire d'utiliser des outils en propre ou des clouds souverains pour la formation. Pour les aspects justement de recherche et développement, on va utiliser de la même manière le grand système de calcul académique qui est Jean Zay et qui est accessible par tous les académiques en France et qui est souverain. ouais, bah, il faut parce que c'est quand même le cœur de la machine. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe a réglementé pour arriver à peu de. D'ailleurs, il faudra qu'on ait des acteurs. Vous l'avez cité, c'est Mistral. Mistral AI. Ça va devenir notre leader mondial, d'après vous? Alors, c'est devenu déjà très rapidement un leader sur plein d'aspects, notamment sur les aspects de performance des modèles. Oui, c'est une tête de pont, oui, sans aucun doute. Aujourd'hui, parmi d'autres, mais c'est une grosse tête de pont et c'est plutôt agréable des gens qui ont été formés dans des grandes écoles françaises, qui sont passés par l'université. Il y a un ancien ministre dedans. Il y a un ancien ministre dedans. Qui avait Cédric O, qui voilà, avait participé au lancement de cette aventure. Oui, tout à fait. Ah, il est sorti, c'était le secrétaire d'État au numérique, dans mon souvenir, c'est ça? Tout à fait, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Enfin, un peu de culture aussi politique, c'est pas inutile en ce moment. Les gens ont tendance à oublier l'histoire. Comme disait l'auteur, celui qui n'a pas de mémoire n'a pas d'histoire. Donc, souvenons-nous de certaines choses. Alors, Nathalie, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement pour une business school, une grande école, de se lancer sur ce chantier de l'IA pour ses étudiants? La réponse est oui, mais après, il y a plusieurs choses. Ça dépend aussi du modèle pédagogique d'une école. Schema, c'est une école qui a fait le choix, il y a quelques années maintenant, d'hybrider les compétences des étudiants avec différents axes, dont l'IA. C'était évidemment avant ChatGPT aussi. Donc, finalement, c'est le coup d'avance. L'IA, une technologie qui a été encore plus vite que ce qu'on pensait. Et 2019, quand on ouvre le centre de Montréal, c'est vrai qu'on n'en était pas là dans les usages classiques. Il n'en demeure pas moins que il y a un point qui me paraît essentiel, c'est qu'on est au cœur d'une importance de maîtrise sur l'acculturation, ce qu'on disait avec Frédéric au début, sur l'acculturation à l'IA. Donc, dans tous les cas, investir à minima sur des cours qui vont soit sur étagère ou directement fait par des professeurs de l'école. Ça, c'est un choix aussi qui est personnel à une école. C'est un moyen, en fait, de pouvoir assez rapidement intégrer l'intelligence artificielle, au moins de manière basique. Si on repart quelques années en arrière, c'est ce qu'on faisait avec la RSE il y a une quinzaine d'années. C'était pour certaines une niche et puis pour d'autres, petit à petit, c'est devenu une espèce de normalité d'avoir des cours intégrant de la RSE dans une école de management. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est au cœur des compétences dites de base d'un étudiant qui va forcément travailler avec ça dans son quotidien. Donc être immergé pendant ses études directement et pouvoir être associé et voir en fait son école aussi se transformer, c'est quelque chose qui les intéresse. Après oui, ça coûte cher parce que évidemment, si on commence à vouloir avoir des programmes un peu spécialisés, il faut des professeurs qui soient spécialistes aussi du secteur d'intelligence artificielle, qui publient dans la recherche en IA et donc évidemment toujours pareil avec des centres de recherche au niveau mondial sur lesquels en fait voilà il y a quand même le mercato des profs qui joue, donc il y a un coût qui est non négligeable.
Ensuite, il y a une grosse démarche d'innovation pédagogique qui est aussi coûteuse d'un point de vue humain, puisque c'est pas uniquement de la tech, c'est aussi des collaborateurs, des équipes qui vont être capables de travailler à la transformation de ces maquettes pédagogiques. Et puis, sans doute, on le voit pas, c'est aussi derrière tout ça, il y a aussi selon l'outil qu'on utilise dans le quotidien. Donc là, on est avec IBM, donc je vais pas citer de marque concurrente, mais globalement, il y a aussi ça, c'est qu'il y a aussi derrière, il y a une conséquence DSI qui n'est pas négligeable et sur lequel, en fait, il y a tout un océan qu'on ne voit pas. Si on veut véritablement utiliser pleinement l'IA au cœur d'une entreprise, c'est véritablement d'avoir une data qui est propre, parce que ça reste quand même le grand sujet, et qu'on doit avoir une consolidation des données, et qu'on sait bien que les écoles, quelles qu'elles soient, n'ont pas cette consolidation des données de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique de silo, parce qu'il y a des outils différents selon si on est dans les phases d'intégration d'étudiants, de vie quotidienne, d'outils type LMS. Donc aujourd'hui, ça c'est un axe qui est essentiel et sur lequel en fait il y a un gros boulot. C'est au moins 2-3 années pour commencer à avoir un data lake de qualité, une qualité aussi des données sur lesquelles on va intégrer de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi de la sécurité des données qui sont sur lesquelles on va faire ensuite de l'indexation. Donc il y a tout un tas de questions un peu tech, je dirais de fond de système d'information sur une entreprise qui sont importantes. Et puis après, dernier point qui est essentiel, c'est au niveau des ressources humaines, des plans de formation, des profs, des collaborateurs, évidemment bien sûr. De nos élèves. Mais donc tout ça, c'est un chantier qui doit se décider évidemment au plus haut niveau stratégique de l'école, puisqu'on est sur une transformation complète. Voilà, donc soit on le fait et on suit le modèle, c'est un peu sur pareil, soit on est dans la dynamique d'innovation et on est un peu entre guillemets pionnier, et en fait on va tester des choses, donc c'est très coûteux, ça nécessite d'avancer assez vite. Soit en fait on attend aussi que les choses se fassent, et comme ça avance assez vite, il y a une capacité de pouvoir intégrer aussi des outils clés en main qui se déploient. Voilà, en tous les cas, si on veut véritablement le faire à l'échelle. Et dites-moi, c'était le patron de Télécom qui m'avait soulevé ce point. L'IA, ça peut pas soulever aussi un problème d'iniquité sociale, parce qu'il me disait, mais un ChatGPT payant, tout le monde peut pas se le prendre quand on est étudiant, parce que bon, c'est pas hors de prix, mais ça a un coût. Et est-ce que finalement, pardonnez-moi, c'est une autre question qui n'a peu rien à voir avec notre débat, mais juste votre point de vue de Frédéric d'ailleurs et Nathalie, il n'y a pas un risque d'inégalité entre les étudiants qui peut se créer? Je sais pas, je vais prendre le cas de chez nous, toujours sans citer d'entreprise, mais c'est justement l'évolution des licences vers des licences EDU qui permettent en fait aussi d'obtenir des niveaux de licence qui soient suffisamment intéressants, donc coûteuses aussi pour l'école, parce que c'est pas négligeable non plus le coût de ces licences quand on veut les utiliser à grand niveau, voilà, avec toute la suite possible. Et à partir de là, en fait, on rompt un peu l'inégalité. Évidemment, ça c'est un. Frédéric, et vous, à l'université ou dans l'école d'ingénieur? D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque de votre collègue là qui dirigeait Télécom, Nicolas Glady, là, qui vient de quitter pour le Pôle Léonard de Vinci? Alors, j'ai laissé passer la remarque. Je l'ai plus en tête. C'était Nicolas Glady disait que l'IA peut instaurer une sorte d'iniquité sociale entre les étudiants, puisque entre celui qui peut se payer la payante et la version payante et celui qui peut pas. Oui. Bon, au niveau de la société, c'est vrai. Dans des grandes écoles, bon, ça reste très relatif puisque ce qu'a dit Nathalie, effectivement, tout le monde a accès à des licences, tous les étudiants, mais on est déjà sur une population assez privilégiée dans les grandes écoles. Effectivement, ça c'est un risque. Ouais, le risque demeure à l'université de façon plus large, et entre les gens qui peuvent avoir une licence ou pas, et ce qui permet d'avoir des résultats complètement différents, plus poussés, plus performants. Donc, il faut faire attention à ça, mais ça fait partie. Oui. Bien sûr, il faut faire attention, mais parce que, en tout cas, c'est votre collègue de Télécom qui me l'a dit, donc a priori, c'est pas quelqu'un. Vous connaissez bien Nicolas Glady. Julien et Vincent, alors vous avez entendu nos experts écoles et enseignement supérieur qui se sont exprimés. D'abord, qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette idée que comment les usages évoluent et ça bouscule vraiment l'enseignement supérieur, évidemment, tout ce qui a été dit. Julien, est-ce que, comment dirais-je, vous avez senti cette évolution? Moi, je peux faire un parallèle avec notre métier. On en a un peu parlé avec Vincent, avec le métier du recrutement.
sur le coup, on se pose des questions et c'est vrai que l'usage de l'IA paraît évident, de se dire ça va nous permettre peut-être d'éliminer des biais, d'être plus efficace dans notre traitement des candidatures, plus rapide, plus performant, plus pertinent, etc. Puis après, on réfléchit un petit peu plus loin, puis on se dit, oui, mais les candidats, ils vont faire pareil. Ils ont déjà des outils pour faire leur CV, leur lettre de motivation, nous envoyer 1000 candidatures à la minute, la nuit, pendant que ça tourne, etc. Et du coup, on se dit, mais en fait, on va juste mettre en place une machine qui parle à une autre machine dans tout ça. Et c'est vrai que ce coût-là, quand on parlait du coût, finalement, on a déjà des outils qui commencent à apparaître, ils restent modérés. Mais du coup, derrière, ça a suscité pour nous tout un bouleversement. Finalement, notre rôle de recruteur, il se situe où? C'est quoi l'essence même de notre métier? Est-ce que c'est de trier des CV? Peut-être pas. Donc, comment est-ce qu'on évalue les gens? Comment est-ce qu'on va rentrer en contact avec ces êtres humains, finalement, qui sont de l'autre côté de l'autre machine derrière? Et là, en termes d'impact, de transformation, ça devient très intéressant, ça devient effectivement aussi un peu éthique, ça devient... Voilà. Là, c'est ce que je trouve de passionnant dans l'intelligence artificielle et dans ce que ça nous amène en termes de transformation et de valeur. Et je pense que tous les métiers sont confrontés à la même chose, au-delà de la simple apparence qui est de dire « Ah, on va gagner un petit peu de temps, on va optimiser ça. Peut-être que nous, on ne sait pas très bien gérer les biais. » Voilà. Après, il faut questionner parce qu'on voit bien que les intelligences artificielles reproduisent. Donc, effectivement, cette notion de données, finalement, qu'on introduit, de sa qualité, de sa pertinence, est primordiale. On le voit, de la connexion aussi des outils. Ils ne sont pas tous connectés, nos outils, ni les uns avec les autres, ni à Internet. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment nous aider à révolutionner, voilà, notre compte en banque avec notre carte de crédit, le magasin, et je sais plus le dernier mail qu'on a envoyé à sa femme ou autre. Peut-être que voilà, il y a encore un petit peu de temps avant que tout ça soit connecté, que l'intelligence artificielle nous remplace dans nos décisions. Mais c'est vrai que ça nous questionne sur nos usages. Et c'est très intéressant. Ouais, ouais. Vincent, et là, on a eu raison. De transformation derrière qui va être important. Je pense que c'est là aussi où ça va venir derrière. Ouais. Vincent, on a eu raison à mettre en place cette conférence. Vous avez vu un peu? Ah, mais je pense qu'on a fondamentalement raison et je reviendrai sur le point sur la fracture parce qu'elle est là, elle est là pour les étudiants, mais elle est là pour toute la société. Et je pense que ces notions d'acculturation, de vulgarisation, de compréhension, de démystification de ce qu'il y a derrière l'IA et l'IA générative en particulier est fondamentale pour ne pas créer la fracture numérique des années 2000 sur l'IA parce que, comme l'a très justement dit Frédéric, ça va s'infuser de manière très profonde dans nos vies dans les années à venir. Il faut que tous aient la capacité de comprendre les tenants et les aboutissants de cette technologie pour ne pas être mis en arrière. Et c'était un des échanges qu'on avait eu ensemble dans le préparatoire. Il y a aussi le côté de ne pas le prendre en disant je vais m'opposer à ce que l'IA s'infuse dans la société parce que ça va être fait dans d'autres pays. Donc c'est plutôt comment j'embrasse cette technologie, comment je me positionne par rapport à elle, moi avec mes forces humaines, les forces de la technologie, et que je cohabite avec. Donc si on veut casser cette fracture qui n'est pas encore là, mais qui pourrait arriver malheureusement, c'est vraiment ces notions d'acculturation, elles sont fondamentales, et que les gens comprennent bien, avec aussi cette notion de confiance qu'on évoquait il y a quelques instants. Bien sûr, acculturation, attention, on est obligé. Allez, je vous propose de passer en revue les questions. Il y en a tellement que je voudrais pas créer des frustrations chez nos internautes. Une question évidemment centrale. Alors, Jean-Jacques Lévy nous dit que il fait de l'IA dans son cours de finance. Il y a l'ESSEC, hein, Jean-Jacques. Évidemment, avec le MetaLab, l'ESSEC est déjà très loin et très avancé également en matière d'IA. Khaled nous demande, est-ce que le codage est obligatoire, tiens, pour faire de l'IA, ou ça veut dire quoi? Dites oui ou non. Fred, non, c'est effectivement c'est pas obligatoire. Tout le monde n'a pas vocation à développer des systèmes d'IA, à d'écrire des lignes de code. Et d'ailleurs, sur ce point très précis, l'IA est quand même un compagnon pour développer du code qui est absolument considérable. Ça marche très très bien aujourd'hui. Mais non, il y a pas besoin d'écrire du code, hein, faut comprendre. D'accord, c'est Nathalie qui avait répondu pas d'obligation du tout, c'est très bien. Quel pourrait être l'impact de l'IA générative dans les écoles d'art et de design? Comment doit-on considérer l'IA générative dans la formation de design, aussi bien dans l'enseignement que dans l'accompagnement on parle d'IA ou de design, on parle de toutes les formations en réalité. Hein. C'est un peu ce qu'on a dit. Hein. Non ? Qui veut répondre à la question?
Vincent. Moi, je ne serais pas un expert pour l'apprendre sur le prisme exact du design, mais effectivement, toute formation et tout usage de cette technologie va devoir se repenser. Et on pourrait avoir rencontré un artiste il n'y a pas très longtemps qui utilise l'IA pour modifier ses photos qu'il a pris avec des appareils numériques. Bah, ça fait partie de son quotidien, c'est sa valeur ajoutée. Donc, de comprendre la technologie et de savoir comment correctement l'exploiter, bah, ça doit faire partie des quotidiens. Et donc, effectivement, l'infuser dans les formations de design, d'art, mais de toute autre formation est fondamental. Absolument. Frédéric, vous avez levé la main, mais vous pouvez prendre la parole, hein, pas besoin. Non, je pense que c'est effectivement dans le design et plus généralement dans l'art, c'est une vraie question avec une question derrière aussi de valeur, hein. Je pense qui est assez importante, c'est-à-dire est-ce la même valeur quelque chose généré par de l'IA ou quelque chose qui est généré par un humain et assisté par de l'IA, comme vient de dire Vincent. Ça, je pense que c'est effectivement les approches vers lesquelles on se dirige, et ça soulève quand même la question de détection de données générées par de l'IA et de fake notamment. Donc, je pense que c'est une question qui est vaste, et sans parler de la rémunération des artistes dont les œuvres ont pu être utilisées pour apprendre des modèles. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets autour de l'art et du design. Et si je peux me permettre, Frédéric, tu peux en rajouter un dernier qui est le copyright, la propriété de ce qui a été généré. Et suivant les acteurs, la propriété peut appartenir au fournisseur de la technologie d'IA, comme peut appartenir à la personne qui a fait le prompt ou qui a modifié son œuvre via la technologie. Donc, c'est aussi un élément important, cette notion de copyright. Elle est en amont et elle est aussi en aval. Allez, Kamel nous demande, le corps enseignant peut-il être peut-être réticent à l'usage de l'IA? C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, mais tout le monde dit pas du tout. Nathalie m'a dit qu'il y a une courbe quand même, il y a une sorte de ventre mou, des contre, des pour, et puis des personnes acculturées. Mais ça, c'est la courbe de Gauss classique, hein, sans être statisticien. Bah. Alors, pensant que cela biaise les mécanismes d'apprentissage, ben justement, j'espère qu'on a démontré que non. Quid de l'accompagnement au changement? Mais oui, c'est bien la conduite du changement dont il s'agit. Et à l'ICAM, on y est sensible. Qui peut nous parler de la conduite du changement en 30 secondes? Un tuto conduite du changement. Conduite du changement, je dirais, il y a double axe, hein. C'est pour une école de management, dans tous les cas, c'est de plus en plus, on doit former nos étudiants, accompagner le changement dans les entreprises. Donc, c'est un prisme complémentaire en termes de compétences. C'est plus du tout forcément les mêmes. Donc, réellement, quel que soit le secteur, hein, dans la RH, le droit, etc., ou s'il y a une partie liée à de l'usage de design, etc., dans tous les cas, il va falloir faire avec. C'était aussi pour répondre à une autre question, je crois que de Nathanaël, si on doit s'acclimater ou s'adapter à l'IA, c'est pas un impératif, mais par contre, ceux qui ne le feront pas auront tellement un retard de part de marché, voire une disparition plus ou moins annoncée dans des délais qui seront plus ou moins longs. Donc, on est obligé d'y aller quelque part. Après, on n'est pas obligé de s'adapter à l'IA, mais au contraire de s'appuyer sur. C'est pas tout à fait le même vocabulaire, sans être non plus naïf. Donc, et d'observer en fait ces points de limite. Et après, la conduite du changement en interne, c'est typiquement, je dirais, c'est pas lié à l'IA. Hein. Ça fait déjà un certain nombre, voire une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, les réseaux sociaux ont été au départ de ces points-là où l'évolution d'Internet et l'usage du Wi-Fi, etc. à grande échelle, tous ces grands sujets depuis un certain nombre d'années font qu'il y a de toute façon de la conduite du changement qui devient un quotidien. Là où avant, il y avait une technologie, on avait le temps de l'appréhender, on pouvait se former, et ça pouvait être long. Là, on doit être en cycle très court. Donc, la conduite du changement, elle doit être quotidienne pour tous les managers. Donc, ça, c'est réellement un point. Travailler en gestion de projet dans tous les cas et à chaque fois qu'il y a une évolution tech, la tester, revenir sur des logiques de feedback. Donc, c'est ça, la conduite du changement, c'est finalement passer tous en mode projet dans les compétences qu'on a pour pouvoir, en fait, de 0 à 100% de son activité évoluer avec cette dynamique-là. En tout cas, pour l'IA, c'est un axe qui est essentiel, qu'on soit une école ou une entreprise, me semble-t-il. Mais pour parler d'entreprise, il y a sans doute d'autres personnes que moi placées pour répondre. Bon, les questions avancent. Attendez, moi, c'est génial, hein, parce que ce qu'on dit, évidemment, dense. Hein, et peut-être Steren nous dit qu'il faudrait aborder l'éthique. Bah oui, je crois qu'on a abordé l'éthique. Hein, Vincent, c'était un de vos. Sous quelles conditions les compétences en matière d'esprit critique et de créativité des étudiants peuvent-elles être améliorées grâce à l'outil d'IA adapté à leur future profession? Oui, c'est vrai que vous êtes Nathalie parlait ou Frédéric, je sais plus, d'esprit critique vis-à-vis de l'IA.
Mais comment l'IA peut ici également aiguiser l'esprit critique? C'est un peu ça la question, j'imagine, en creux de Émilie. Eric, si vous voulez répondre un peu, parce que je vous vois d'autres lignées du chapeau, vous pouvez. Mais qui veut répondre d'ailleurs? Moi, je veux bien me lancer vraiment rapidement, sinon, mais il n'y a pas de souci. Mais non, mais je pense que l'esprit critique, il y a quelque chose d'important dans l'esprit critique. Parfois, c'est le fait de pouvoir comparer des hypothèses différentes et de pouvoir toutes les tester. Et de parfois tester même celles qui nous paraissaient au départ totalement farfelues, inabordables, etc. C'est comme ça et je pense que l'intelligence artificielle, elle a de ça fantastique. Elle nous permet de pouvoir s'imaginer de manière aboutie dans toutes ces situations-là et du coup de pouvoir peut-être nous faire mettre en lumière des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est sûr que si on demande à l'intelligence artificielle une chose, qu'on regarde ce qu'elle nous sort, souvent, on commence, la première chose qu'on demande, on a juste la moyenne de ce que l'ensemble des gens a pensé de plus moyen. Et du coup, est-ce que c'est le plus pertinent? Non, mais par contre, quand on commence à le questionner, qu'on le critique, qu'on repose la question différemment, alors là, oui, l'intelligence artificielle devient très très utile pour nous questionner nous-mêmes et trouver le meilleur modèle, in fine, à force d'itération. Et puis, pour aussi abonder dans ce que disait Nathalie au tout début de son intervention, dans lequel on parle aujourd'hui, et l'intérêt de ce débat, c'est surtout l'IA en entreprise, puisqu'on va former des managers, des techniciens, des spécialistes en X sujets, X domaines qui vont travailler dans l'entreprise. Donc, l'IA d'entreprise, elle a cet enjeu qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est faire en sorte que l'éthique est un sujet effectivement très important, mais l'éthique, c'est peut-être au niveau de l'individu, dans les actions qu'il va mener, les codes qu'il va lancer, la façon dont il va exploiter son IA en tant qu'individu, mais autant en tant qu'entreprise, c'est aussi un sujet. Alors, définir l'éthique d'une entreprise, c'est peut-être plus compliqué. Néanmoins, il y a un sujet qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la façon d'architecturer, si j'ose dire, son intelligence artificielle en tant qu'entreprise, avec ses autres systèmes, est au moins aussi importante que le choix technologique d'IA qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de confirmer, valider la véracité des données qu'on exploite pour générer ces textes de marketing, par exemple. Il faut être capable de suivre, gouverner, comme on dit, la gouvernance des données, faire en sorte qu'on a bien l'assentiment. On a parlé un peu du droit d'auteur, on n'a pas parlé de RGPD, mais c'est évident. Bref, il y a tout un tas de contraintes qui sont derrière, qu'une entreprise doit être capable de mettre en place. Alors, sans parler de tous les modules qu'on met à disposition, mais il y a un module effectivement sur l'IA de confiance qu'on peut utiliser, mais il y a aussi un module sur l'IA en entreprise, c'est-à-dire comment une entreprise, une grosse organisation doit se structurer pour pouvoir se mettre en œuvre et en route là-dessus. Merci Eric. Allez, on enchaîne, ça vous va. Alors, merci Frédéric, vous avez répondu à la question de Franck sur la définition de l'intelligence artificielle. Je la donne, si les gens n'ont pas. L'IA est une discipline entre l'informatique, les mathématiques et l'ingénierie dont le but est de construire des programmes ou des systèmes intelligents. Débrouillez-vous avec ça, Franck. Non mais. Alors c'est une définition. On peut peut-être compléter un tout petit peu, mais effectivement c'est pour ça que la culturation est importante. C'est une définition qui est assez générale, qui est pas unique. Il y a plein de définitions, mais c'est vraiment la frontière. Après la question, et ça soulève des questions éthiques, ce qu'a dit Vincent, mais c'est système intelligent. Qu'est-ce que c'est intelligent? Et d'ailleurs il y avait une question. Pourquoi dit-on intelligence dans intelligence artificielle? Peut-être rappeler qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA, en fait, ils ont la capacité de percevoir le monde au travers de caméras, de capteurs. On pense à la voiture autonome facilement, au travers de capteurs auditifs, de capteurs sensoriels, les ouvertures par pouce de téléphone. Donc, ils perçoivent le monde, ils intègrent les données, ils les analysent, ils les traitent et ils peuvent prendre des décisions. Alors, il n'y a pas d'émotion dedans, mais effectivement, c'est une forme d'intelligence. Donc, c'est aussi pour ça que c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, je complétais juste la réponse de système intelligent. Frédéric. Oui, juste un mot sur la version de ChatGPT Edu destinée aux universités. Qui la connaît, cette version? Bon, ok. Moi, je la connais pas, donc je peux pas dire. Merci pour cette remarque, Nathalie.
L'apport de l'IA générative est indéniable en tant qu'assistant de travail. Quelles solutions d'outils pédagogiques existent, par exemple, avec l'IA intégrée dans les outils bureautiques? Bah, ouais. Il y en a plein, hein, j'imagine. Bon. Selon la outils solution. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Suite bureautique. Voilà. Alors, Ounissa, si l'expert n'est plus le maître de la connaissance, ok, si par malheur un incident de quelque ordre que ce soit, scénario catastrophe, fait perdre cette base de connaissances sur laquelle il se base. Ah oui, mais la base de connaissances, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Il faut que les bases de connaissances soient un peu certifiées. Mais c'est peut-être le principe du dictionnaire. Enfin, je veux dire, personne ne connaît le dictionnaire en entier. Pourtant, il y a des dictionnaires qui existent. C'était l'analogie que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que des connaissances, c'est impossible d'avoir toutes les connaissances et ça n'aurait pas de sens que d'accumuler les connaissances. Ce qu'il faut, c'est vraiment créer un esprit critique, une capacité de réflexion, une capacité de chercher et d'évaluer ce qu'on trouve comme connaissance. Donc, ça reste dans ce sens-là. Mais bon, sauf si tout s'écroule, hein, effectivement, si on perd tout, demain, c'est la fin du monde. Mais les clouds sont sécurisés, les serveurs sont sécurisés, multi-sauvegardés, pardon. Bon, ah oui, la neutralité oui, ben c'est justement où l'intelligence dans l'IA, on sait que les algorithmes sont créés par des humains qui s'appuient sur des résultats statistiques pour répondre. Et où est la neutralité en fonction du fournisseur? Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est celui qui sera capable d'avoir les datas dans un truc sécurisé, dans un environnement sécurisé, je pense. Hein. Il y avait quelqu'un de chez vous, central, qui disait à chaque fois qu'on fait une requête à ChatGPT, on met $150 devant sa porte. Parce que comme il s'alimente en données des gens de l'extérieur. Nathalie, hello. Visiblement, c'est un ami à vous, Nathalie. Pourrais-tu expliquer comment vous avez mis en place le chatbot Gen AI que vous avez mis en place à Schema? En 3 minutes, hein, parce que tu as vu, le temps passe, hein, Nathalie. Oh bah, je pensais pas que tu me donnerais autant. Une minute, alors voilà, tu as perdu 2 minutes. Non, c'est une petite remarque de Loïc et rapidement, en fait, on est parti d'un cas d'usage avec un professeur de géopolitique et donc on a construit en fait des lignes de prompting sur 3 niveaux, remise à niveau avant le démarrage du cours, usage de l'IA avec des promptings pour pendant le cours et ensuite pour préparer les examens. Et en fait, on a défini en fait des sous-catégories d'usage du type générer un plan de révision, être capable de proposer des QCM avec des réponses, générer des résumés. Donc la particularité, c'est que d'essayer de réfléchir à un outil qui permette de partir des bases de connaissances qui sont uniquement diffusées en interne par le professeur versus des questions un peu plus larges et ouvertes avec l'usage de ChatGPT et de regarder, d'observer en fait ces dynamiques de prompting pour savoir si on pouvait les généraliser à l'ensemble des cours ou est-ce qu'elles nécessitaient systématiquement une réadaptation pour chacun des contenus des profs. Donc de manière assez intéressante, on a testé ça auprès de nos étudiants et on en a décidé d'en créer une app qui pour l'instant reste encore un usage intéressant. Je ne dis pas que dans 2 ans ce sera toujours le cas. Mais en tous les cas, le but c'est de pouvoir en fait avoir les 3 niveaux d'usage pour nos élèves qui peuvent, selon les cours, pouvoir l'utiliser dans un quotidien, un peu comme un coach sportif. On l'utilise un peu comme une dynamique de coach sportif pour qu'ils aient un accompagnement, poser un certain nombre de questions et aller à l'essentiel quand ils sont dans la salle avec le prof pour faire des cas d'usage différents d'enseignement. Nathanaël, voilà. Thierry, où est l'intelligence chez l'humain? Sommes-nous réellement plus qu'un ensemble d'heuristiques? Waouh, là débrouillez-vous. Qui répond? Non. Alors, il y a une autre question de Nathanaël. Voir l'excellente série de vidéos de Monsieur Phi sur YouTube qui pose des questions de philosophie de l'esprit tout en faisant la meilleure vulgarisation du moment sur les LLM. Les LLM qui sont des langages qui permettent de répondre, enfin c'est des intelligences artificielles qui permettent d'interroger d'un point de vue scientifique. Donc au moins, donnez l'adresse, Nathalie, si vous voulez, des vidéos de Monsieur Phi, ça nous intéresse. La CTI incite à l'approche par compétences, pardonnez-moi, dans l'écriture des acquis d'apprentissage sur quel niveau, Bloom, nous situons lorsqu'on parle d'IA générative, analyse, synthèse. Bon, je ne comprends pas tout, mais je suis sûr que vous comprenez. C'est le niveau de compétence en IA, c'est ça qui est questionné.
Ouais, c'est sur je pense les blocs de compétences, si j'ai bien Oui, compris, d'accord. c'est-à-dire quel bloc de compétences on va délivrer en fonction des formations. Et je pense que ça a été montré, les formations étant modulaires, de l'acculturation à la formation expert, même juste l'acclimatation. En fait, on va obtenir des blocs de compétences un peu différentes quand on va vouloir faire de la certification. Ok, on Et en continue. IA générative, c'est large, hein. Donc, Thierry nous revient. Thierry Watine a posé beaucoup de questions. Oh là là, mais il y a de plus en plus de questions. La question est posée pour pouvoir expliquer à des étudiants que l'IA n'est pas la solution à tout, comme j'ai déjà pu le voir, mais n'est qu'un outil supplémentaire qui permet de les assister à leur travail. Ah bah ça, on l'a dit, hein. Pour l'humain dans sa globalité, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Bon, bah, merci. Est-ce qu'il serait pertinent pour une business school de se lancer dans la création d'un programme type MSI sur l'IA, ou juste injecter ses cours? Mais je vous l'ai déjà fait, non? C'est pas. Ouais, il y en a plein qui l'ont fait. C'est pas nouveau. Sur les MSI, en tout cas. Nicolas, sur la question des biais, je ne suis pas convaincu qu'on puisse se reposer sur les IA. A priori, il faut identifier ces biais clairement afin que l'IA les traite. Ouais, mais bon, il y en a tellement de biais que c'est compliqué, hein. On ne peut pas faire le biais de l'économie de déléguer ces aspects. Bah oui, les biais, c'est compliqué, quoi. Ah oui, existe-t-il, Jean-Jacques Lévy, à l'essai, existe-t-il un logiciel pour détecter l'utilisation de l'IA dans la rédaction des mémoires? Ça, alors il y a des tests, mais quand on les réalise, c'est complètement, c'est pas du tout efficace. Et les stratégies des étudiants sont bien plus efficaces pour contourner les systèmes. Ils sont bien plus intelligents que ce qu'on pense, Mais en c'est réalité. très bien, c'est très bien. Non, mais le fond de l'histoire, c'est vrai. c'est revoir en fait aussi la question du mémoire de fin d'études. C'est sujet plutôt là aujourd'hui. Ça faisait déjà un moment, on a eu les copier-coller avec Urkunt et compagnie, donc c'était déjà un point. Mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Ça re-questionne le mémoire et comment on va l'évaluer surtout, et sans doute avec un retour aussi de l'oral sur le soutenir en fait son mémoire devient un sujet aussi intéressant pour pouvoir aller un peu plus loin sur un certain nombre de questions. Donc ça, c'est des gros chantiers de fond dans la transformation réelle des compétences et des activités pédagogiques qu'on demande aux étudiants. Alors, doit-on s'acclimater à l'IA? Vous parlez d'obligation. Pouvez-vous démontrer que c'est une obligation ou une simple préférence? D'où vient cet impératif? Alors, je crois qu'on a raté notre coup. Il n'y a pas d'impératif, c'est simplement pas rater le virage, quoi. Je crois que c'est un peu ça, Vincent. Non, mais exactement. C'est pas forcément de laisser des personnes atteindre. Après, il y a toujours des personnes qui vont être réticentes à la technologie et de ne pas vouloir l'utiliser. Et ce qu'il faut surtout, c'est que celles qui peuvent l'utiliser ou qui souhaitent l'utiliser, on puisse les accompagner dans ça. Ce qu'on explicitait tous, je pense, autour de cette table, c'est l'importance que ça va prendre de plus en plus dans nos vies quotidiennes et dans nos métiers, dans notre vie en tant que citoyen. On ne peut pas être dépassé par ça. Merci Vincent, vous avez répondu à Marie-Hélène sur la législation GDPR et les solutions d'IA transparentes et open source. Voilà, vous avez donné des liens et merci, hein, ça c'est vrai que voilà. Jean-Jacques Compilatio a-t-il sorti son logiciel avec IA intégré? Je ne sais pas de quoi il parle, pardonnez-moi, je ne suis pas assez expert. Quelqu'un sait? Compilatio? Je crois qu'il y a la réponse un peu plus loin dans le corps. Pardon? On lui a répondu dans le corps des échanges, j'ai vu plus loin. D'accord, bon bah écoutez, pourquoi l'IA peut mener à une destruction globale de la société? D'un point de vue économique, on peut totalement poser un modèle où la survie est du côté de la société qui refuse de remplacer ses métiers par l'IA. Ah oui, on pourrait refuser l'IA, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un train qui est en marche qui est difficile à arrêter. On peut localement vouloir le refuser, mais si tous les autres autour le font, autant essayer d'embrasser cette technologie. Après, c'est moi mon positionnement personnel, mais de le faire de manière intelligente, et c'est ce qu'a essayé de faire l'Europe aussi dans son approche de législation avec des niveaux de risque. Disons, on ne laisse pas faire ce n'est pas. Non, Nathalie souligne dans son message d'après, il y a des vraies questions qui surgissent. Alors, Christine se désole de nous quitter. Avec Compilation, gère pas mal le fait qu'un mémoire soit fait ou non avec l'IA. Donc ça, c'est la réponse pour savoir si on triche ou pas. Peut-on envisager un lien entre l'informatique quantique et l'IA? Je ne peux pas vous répondre. Au secours, Frédéric, Vincent. La réponse est oui. C'est un des champs d'application de l'informatique quantique en termes de recherche aujourd'hui, d'utiliser des algorithmes, d'adapter des algorithmes d'intelligence artificielle en mode quantique.
Et typiquement, sur la partie IA générative, c'est un des champs de recherche de l'entité de recherche d'IBM. Pour préciser ma question précédente, comment pouvoir répondre à des exercices de droit si l'IA utilise des données personnelles? Ça n'a pas l'air simple de supprimer de manière définitive des données dans une IA. Là, ça dépend quelle est la base de référence, j'imagine. Ça. Alors là, quand même, c'est important de distinguer ce qu'est un LLM. Un LLM, une fois qu'il est appris, il est appris. C'est-à-dire, une fois qu'il est passé sur des données, il a fini d'apprendre sur les données. Le modèle ne va pas être, ChatGPT, il va pas être modifié par une donnée personnelle qui est rajoutée comme ça. Le modèle, il reste le même. Donc ça, c'est vraiment, faut que tout le monde comprenne ça parce que c'est une chose assez basique. Par contre, la question de la sécurité et de la fuite des données perso, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on utilise un LLM, quand on prompte, quand on met des données, ces données peuvent être récupérées par la société qui a développé ce LLM. Et donc là, c'est à cet endroit-là qu'il faut être très vigilant parce que ces données pourraient être utilisées à des fins commerciales ou autres. Mais le LLM, il n'est pas modifié à chaque fois qu'on pose une question. Ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, c'est un peu comme c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. C'est pour ça qu'il y a des updates, un peu, c'est comme un système informatique. Enfin, on fait une update pour corriger les bugs. Bah là, c'est la même chose. Ok. Waouh! Ben dis donc, c'était dense, hein. Quel succès! Mais c'est grâce à vous, hein. Grâce à vous, parce que franchement, merci Eric nous avoir fait confiance pour organiser ce webinaire, parce que je sais que Vincent. Merci à vous de nous avoir accueillis. Je sentais bien qu'on avait un vrai sujet à ce moment-là. Donc, moi, je vais passer mon petit certificat. Promis, je passe un petit certificat. Gratuit, ouvert à tous et sur skillsbuild.org. Vincent, Frédéric, comme d'habitude, toujours bien. Nathalie, as usual. Julien, c'est une première ainsi que Vincent, donc on se retrouvera sans doute, hein, j'espère. Merci beaucoup. On retrouvera en replay évidemment ce webinaire sur Campus Matin et puis il y a un article qui résume évidemment tout cela. Puis on espère revenir sur ces sujets-là. Je vous l'ai dit, hein, j'anime beaucoup de choses sur l'IA. Je ne dis jamais la même chose d'un webinaire à l'autre et d'une conférence à l'autre. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à explorer. Merci beaucoup. À bientôt. Et vive la France. Merci, à bientôt. Merci. Pologne, tous derrière l'équipe de France. À bientôt. Au revoir. À bientôt.